Bonjour, je m'appelle Célestin Monga, je suis camerounais. Je suis professeur d'économie à l'université Harvard à Boston depuis 4-5 ans, c'est ma 5e année. J'ai fait une carrière avant ça dans des organisations internationales. Notamment, j'étais pendant 14 ans économiste à la Banque mondiale. Et ensuite, j'ai été directeur général adjoint d'une agence des Nations Unies basée en Autriche, à Vienne, qui s'appelle l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. J'ai aussi, pendant 3 ans, été vice-président et économiste en chef de la Banque africaine de développement à Abidjan pendant 3 ans. Mais le job le plus important, le plus significatif que j'ai eu dans ma petite carrière, ça a été d'être pendant 6 ans cadre, directeur d'agence, chef de département à la BICEC à Douala. C'était mon premier job et c'est là-bas que j'ai appris presque tout ce que je sais. Voilà. Je ne suis pas de passage au Cameroun. Je réside aux États-Unis, mais je vis au Cameroun. Je ne sais pas comment je peux vous l'expliquer. Toute mon âme est dans mon pays. Ça fait des dizaines d'années que je suis parti. Ce n'était pas mon choix. Je n'accuserai personne de ma décision d'être parti, mais j'ai un attachement, je dirais même une dette que je ne pourrai jamais rembourser à l'égard de mon pays. Je dois tout à mon pays. Donc je suis rattaché à mon pays, je suis rattaché à toutes les douleurs de mon pays, à tous les rêves de mon pays. Donc même si je réside à l'étranger, je vis au Cameroun. Alors, mon sentiment, il est celui que tous ceux qui viennent au Cameroun éprouvent, qui est celui d'un pays rempli d'une énergie incroyable, des gens à 4 heures du matin qui se lèvent, qui travaillent, qui font toutes sortes de petits boulots, des femmes qui se débrouillent, des mamans, des gens dans la rue qui parfois ont de l'éducation, parfois n'en ont pas beaucoup, mais qui se battent comme des diables pour s'en sortir, dont une énergie absolument incroyable, mais en même temps, évidemment, beaucoup de contraintes et peut-être un peu de désordre, pour ne pas dire davantage. Je suis toujours très hésitant à donner des conseils à qui que ce soit parce que ce n'est pas indiqué. Quand on ne réside pas dans un lieu, il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on n'a pas toutes les informations et qu'on ne vit pas exactement ce que les autres vivent. Mais ce qui est clair, c'est qu'on pourrait mieux faire. Quand j'étais à l'école primaire, mon père détestait le plus sur mon bulletin de notes que le maître peut mieux faire. Donc, on peut mieux faire. On a un énorme problème de discipline. Bien sûr, on peut chercher des responsables, mais je crois que nous sommes tous responsables. Parce qu'il y a un contexte, c'est sûr. Il y a des institutions qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas. Mais chacun d'entre nous a une conscience, une dignité personnelle. Donc, même quand les règles ne sont pas celles qu'on voudrait, même quand les institutions ne fonctionnent pas comme on le souhaiterait, chacun d'entre nous est responsable de son comportement. Donc, c'est peut-être à ce niveau que je crois qu'on a le plus de difficultés. Et peut-être un mot de plus là-dessus, sur notre état d'esprit, nos mentalités. Mais je n'ose pas trop utiliser le mot mentalité parce que ça donne l'impression d'être un truc qu'on ne peut pas changer. Alors que les mentalités se changent, l'état d'esprit se change. Donc je crois qu'on a de gros travaux à faire sur nous-mêmes par rapport à notre état d'esprit, par rapport à comment on gère l'adversité, par rapport à comment on gère l'absence de règles ou le non-respect des règles. Comment on essaie d'être digne de se comporter le plus correctement possible, même quand l'environnement ne le permet pas. Je n'ai pas une très bonne connaissance de comment les choses se passent au quotidien dans l'enseignement supérieur chez nous. J'ai quelques amis, j'ai des collègues, j'ai des gens avec qui je travaille, avec qui j'écris des papiers, des bouquins, qui sont des professeurs d'université au Cameroun, mais je ne prétendrai pas que je connaisse le système suffisamment pour donner une opinion. Mais je peux vous dire que l'avantage quand même aux États-Unis, là où je me trouve, c'est qu'il y a une grande exigence sur le travail, sur la recherche. On vous recrute parce que vous avez des qualifications, c'est sûr, mais c'est juste une porte d'entrée. Maintenant, pour rester 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, il faut montrer qu'on n'a pas eu tort de vous recruter.
Et pour cela, il faut faire de la recherche, constamment. Je veux vous dire, quand je tombe sur un collègue, quand j'arrive à mon bureau le matin, ou dans la cour, ou au salon des professeurs, la question qu'ils posent toujours, c'est sur quoi travailles-tu en ce moment? C'est une petite question un peu embêtante, parce que si tu ne travailles pas sur quelque chose en ce moment, tu as du mal à répondre à ça. Il te dit sur quel projet, sur quelle idée, sur quel thème de recherche es-tu en train de travailler? Il ne se dit pas, ah non, tu es professeur, donc ta vie est terminée. Non, ta vie commence et elle est permanente. Donc, cette exigence de résultats, de qualité, cette incitation à se surpasser en permanence, à se poser des questions. Parce qu'enseigner, c'est plus ou moins facile. Il y a des textes, il y a des textbooks, il y a des théories, il y a des modèles empiriques, il y a des méthodes, il y a un esprit critique qu'on peut communiquer, qu'on doit communiquer aux étudiants. Mais ce qui compte le plus, c'est à chaque fois pouvoir trouver une sorte d'idée nouvelle pour résoudre un problème, pour regarder de manière nouvelle à un problème ancien, pour apporter une nouvelle réponse plus efficace que celle qui a été utilisée jusque-là. On ne dit pas non, il a tel diplôme, il a passé tel concours, donc il a tel grade. Non, bien sûr, quand vous êtes professeur, ça a été voté par les professeurs les plus anciens de l'université pour qu'on vous accorde un titre, un grade quelconque, mais ce n'est que le début. Donc, peut-être, si je peux me permettre, oui, c'est une chose que j'ai apprise là-bas qui pourrait nous être utile, c'est-à-dire que les enseignants sachent, quelles que soient les conditions difficiles dans lesquelles ils se retrouvent, qu'ils ont choisi un domaine où ils doivent apporter en permanence des idées nouvelles pour résoudre nos problèmes. Voilà, ça a l'air banal, mais c'est un défi permanent. J'hésite à donner des choses très précises parce que je suis déjà engagé dans un certain nombre de projets au Cameroun. Je n'en parle jamais publiquement parce que, encore une fois, je ne suis pas un homme politique, j'ai rien à vendre, j'ai rien à proposer et ça peut être mal interprété, je ne recherche aucune publicité. Mais je peux vous signaler que je soutiens des universités privées de manière diverse. Il y en a quelques-unes qui m'ont demandé, par exemple, de les aider à faire du fundraising, de trouver de l'argent pour eux. J'ai fait ça publiquement, donc je peux en parler à l'étranger, me promenant à mes propres frais à gauche, à droite, pour collecter de l'argent, pour soutenir des universités privées à Yaoundé ou ailleurs au Cameroun. C'est une chose qui m'intéresse de soutenir des institutions éducatives. Une autre initiative importante dans ma petite tête, même si elle reste modeste, c'est de contribuer à mettre en place des bibliothèques. Je trouve que la chance que moi j'ai eue au lycée d'avoir une bibliothèque où je peux aller emprunter un livre, même une bande dessinée pour ouvrir mon imaginaire, pour éveiller mon esprit, pour développer chez moi un esprit critique, j'aimerais que beaucoup d'enfants, d'autres enfants l'aient. Donc je soutiens ça et je fais des choses et j'ai pas mal de projets dans ce sens. Je m'arrête à cela. Je pense que l'espoir est un mot creux. C'est un slogan pour les politiciens qui n'ont pas beaucoup d'imagination. L'espoir n'existe pas. L'espoir, c'est ce qu'on fabrique, qu'on crée, qu'on fait. Voilà. Dans l'espoir, il y a toujours l'idée un peu sous-jacente que même par miracle, il va se passer quelque chose. Non, je ne crois pas en l'espoir. Je crois en ce qu'on fait délibérément. Et on s'organise pour le faire, on y travaille et on y met sa sueur et parfois son sang. Donc, aux jeunes Camerounais, je leur dirais de ne pas croire beaucoup au slogan, de ne pas se plaindre, parce que chacun d'entre nous a de très bonnes raisons de se plaindre, mais quand on s'est plaint, ça ne suffit pas, parce que ça ne change pas grand-chose. Il faut juste se lever, prendre le taureau par les cornes et faire ce qu'on a fait. Donc, un jeune Camerounais, quel que soit ce qu'il veut faire, notre pays est rempli d'opportunités. On a quand même encore la chance d'avoir un pays bien situé, où on a des familles avec des gens qui peuvent toujours donner des conseils, où on a ce qu'on appelle en anglais des role models, c'est-à-dire des personnes dans votre famille, même si elles ne vous parlent pas, le seul fait qu'elles soient là, vous les regardez et vous avez une idée. Moi, quand j'avais 14-15 ans, je voyais des tantes qui avaient 20-25 ans, la manière dont elles se comportaient, je me disais, j'ai envie d'être comme ça. La manière dont elles parlaient,
la propreté, la dignité qu'elle s'imposait. On a ça. Et je l'ai su quand j'étais élève au lycée Leclerc à Yaoundé. J'avais un ami qui s'appelle Charles Etoundi, pas le ministre, mais Charles Etoundi. Et c'était un camarade de classe. Et il sortait du village, à Konoliga. On était très proches, on dormait ensemble, il habitait chez moi. Et quand il est arrivé chez moi, il voyait des oncles, des cousins, des gens qui viennent de Paris, de Boston et tout ça. Il n'avait jamais vu des gens comme ça. Et ces gens venaient dans ma chambre et me disaient, mais qu'est-ce que tu as lu hier? Qu'est-ce que tu as fait à l'école? Il me disait, son père ou sa mère n'ont pas été à l'école et ne lui ont jamais demandé, qu'est-ce que tu as fait à l'école? C'est un immense luxe d'avoir ce réseau social, ce capital relationnel. On est un pays qui a des problèmes, mais on est aussi un pays qui a d'énormes solutions et opportunités. Et chaque jeune Camerounais doit savoir ça et être fier de ça et simplement se battre. Voilà. Pour ce qui me concerne, le principal défi au niveau de l'université, c'est de faire valider des thèmes de recherche sur l'Afrique, sur le Cameroun. Parce que de Boston, l'Afrique et le Cameroun, c'est très loin. Et l'université, elle est privée, c'est-à-dire que c'est une entreprise privée. Même si elle n'a pas un but lucratif, c'est une entreprise privée qui a besoin de savoir que ce que vous faites la valorise. Et si vous êtes à l'université à Boston et que vous faites de la recherche sur la politique monétaire au Cameroun, ça allait être très exotique. On vous demande, mais pourquoi vous ne pourriez pas travailler sur le dollar, sur la monnaie américaine, sur la politique budgétaire de la Chine ou de l'Europe? Ça, de Boston, pour eux, c'est plus intéressant. Alors, quand vous êtes à Boston, mais vous êtes obsédé par ce qui se passe à 8000 km en Afrique, au Cameroun, valider vos travaux et vos thèmes de recherche, c'est toujours un défi. Je me souviens, il y a longtemps, j'étais professeur à l'université de Boston, Boston University, qui est différent. À Boston, il y a plein d'universités. Et le journal de l'université, de Boston University, a fait un article sur moi parce que je venais de publier des bouquins, par exemple, sur la zone franc, sur les questions monétaires en Afrique francophone. Et mon doyen m'a appelé, il m'a dit, ah, félicitations, j'ai vu qu'il y a un article sur vous. Et il me dit, mais comme vous semblez plein d'énergie et vous avez plein d'idées, pourquoi vous ne travaillez pas sur les Noirs américains? Ça permettrait à l'université de demander une bourse. De demander, pas seulement une bourse, mais plein d'argent au gouvernement américain qui nous donnerait quelques millions de dollars pour lancer et financer un programme de recherche sur les Noirs américains à Boston. La condition économique des Noirs américains dans la région de Boston. Il m'a dit, ça nous rapporterait plein d'argent. Au lieu de travailler sur la zone franc, c'est trop loin, c'est trop exotique et tout ça. Donc c'est ça un des défis quand vous êtes intéressé par l'Afrique. Et moi, l'Afrique, c'est mon pays, c'est mon continent, c'est le sang qui coule dans mes veines. Bien sûr, je me sens redevable de mon continent et j'ai envie de travailler sur mon continent, quoi qu'il m'en coûte. On me pose souvent la question de savoir, un gouvernement qui a devant lui 10 000 préoccupations et des ressources limitées, même en imaginant qu'il n'y ait aucune corruption. Les ressources sont limitées quand on est un pays en développement, parce que les ressources de l'État viennent essentiellement des impôts, taxes, droits de douane. C'est limité par définition parce qu'on est à des niveaux de développement qui ne sont pas encore très élevés. Alors on me pose souvent la question de savoir, un pays qui a des ressources limitées mais des besoins importants, la santé, les routes, la sécurité, l'eau, les infrastructures routières, l'éducation, la pollution et tout ça. Qu'est-ce qu'il faut? À quel domaine faut-il donner la priorité? Ma réponse, elle est toujours simple, c'est l'éducation. Évidemment, on va dire, bah oui, c'est un prof. Donc évidemment, il défend sa camelote. Mais non, c'est pas parce que je suis enseignant maintenant que je le dis. Même quand j'étais banquier, je le disais toujours. Je pense que l'éducation, ça permet de créer dans chacun d'entre nous un logiciel. Ça permet d'avoir vraiment une manière de regarder le monde, d'abord de se regarder soi-même. Ça permet de renforcer sa propre culture. Et la culture, je le dis souvent, c'est aussi notre logiciel, parce que c'est ça qui permet à notre cerveau
de déterminer ce qui est important, ce qui est prioritaire, pas prioritaire, etc. Donc, je crois que l'éducation est toujours au cœur de ce que devient une société. Et il y a un économiste qui a eu le prix Nobel qui s'appelle James Heckman, qui est professeur à l'Université de Chicago, qui a démontré, c'est un économiste, mais il a démontré que l'éducation qu'on donne à des enfants avant qu'ils aient l'âge de 5 ans détermine pratiquement ce qu'ils vont faire dans leur vie. Et au-delà de l'aspect individuel, détermine même comment une société va se comporter et les chances qu'une société se développe rapidement. Donc, si vous avez le temps, allez sur Google et cherchez l'équation de Heckman. Heckman, c'est H-E-C-K-A-N. James Heckman. Et donc, l'éducation, notamment quand les enfants sont très jeunes, c'est essentiel parce que ça permet le développement du cerveau. Et c'est pour ça donc que des questions comme la nutrition, pour tout, surtout pour les enfants très jeunes, c'est très important parce que ça détermine comment leur cerveau se forme et donc les priorités ensuite qu'ils ont en tant que citoyens, leur capacité à devenir de bons citoyens ou la facilité à comprendre ce que c'est qu'un bon citoyen. Et donc, pour moi, l'éducation est essentielle et si on doit donner la priorité à un seul thème, c'est cela. Dans l'histoire de l'humanité, depuis quelques milliers d'années, les sociétés qui ont donné la priorité à l'éducation sont celles qui se sont le mieux sorties. Naturellement, étant Camerounais, je sais aussi qu'on peut éduquer des gens et quand ils n'ont pas de travail, ils s'en vont. Et ça, bien sûr, c'est bénéfique pour le pays, mais ça coûte cher au pays. Moi qui vous parle, j'ai fait le lycée ici à Douala, pas loin d'ici, à quelques centaines de mètres d'ici, à Bali. J'ai fait le lycée là-bas, c'est un lycée gratuit. Quand je dis gratuit, quelqu'un a payé. Qui a payé? Ce sont les mamans, les gens que vous voyez autour de vous. Ils ont payé des taxes. Quand vous achetez une bouteille d'eau, 1 kilo de viande, un t-shirt, on prend des taxes là-dessus. Et puis, on fait des lycées gratuits, mais d'excellente qualité, pour des gens comme moi. Donc, on prend l'argent sur toutes ces grands-mères qu'il y a dans la rue pour financer des gens comme nous, dans l'espoir que cette minorité va ensuite trouver des bonnes idées pour sortir le pays de la misère. Alors, si des gens comme moi, on part tous, on s'installe à Boston, à Paris ou en Chine, c'est bien peut-être pour nous sur le plan personnel, encore que. Mais clairement, pour le pays, ça ne peut pas être un bon investissement avec un bon retour. Donc, l'éducation, c'est important, surtout si on peut l'accompagner d'une politique et d'une stratégie qui permettent d'encourager la demande pour les gens bien formés. C'est ce qui nous manque. Il faut que notre économie ait besoin de gens bien formés. Il faut créer dans nos entreprises, dans nos institutions, mais surtout dans les entreprises privées, le désir, le besoin de recruter des gens qui ont certaines qualifications. Et si on fait ces deux choses, on s'en sort. L'Amérique est un pays hallucinant. J'ai une très grande admiration pour l'Amérique, mais j'ai beaucoup de questions au sujet de l'Amérique. Je crois que c'est l'endroit sur Terre où l'être humain a développé au maximum ce dont il est capable, aussi bien positivement que négativement. Donc, c'est un pays fascinant par tellement d'endroits. C'est un pays qui donne envie de se dépasser et d'aller vraiment au-delà de la Lune, comme on le dit. C'est un pays qui nous donne envie de réaliser un potentiel qu'on ne pouvait même pas imaginer que nous avons en nous. Être aux États-Unis, ça m'a appris déjà à me dépasser, à comprendre que je n'ai aucune limite, que rien ne peut m'arrêter dans ce que j'ai envie de faire. Et comme ce sont aussi des gens qui sont très curieux, les Américains, qui regardent ce qui se passe ailleurs dans le monde, c'est aussi pédagogique de pouvoir s'informer, s'éduquer, lire, être curieux de ce que font les Chinois, de ce que font les gens au Costa Rica, de ce que font les Brésiliens. Donc, l'Amérique vous enlève des barrières, si je puis dire. Ah, bien sûr, c'est un pays qui a choisi son modèle économique. C'est un pays qui croit au capitalisme pur et dur.
C'est un pays où même ceux qui disent qu'ils sont de gauche croient d'abord et surtout aux forces du marché. Non, c'est tout à fait leur choix et on ne peut que le respecter. Mais il y a cette curiosité intellectuelle, cette conviction que rien ne peut les arrêter, qu'on peut se lever, aller sur la planète Mars pour aller en vacances, comme dit Elon Musk, par exemple. Et ça vous donne des ailes. Donc oui, l'Amérique m'a vraiment aidé à renforcer cette confiance, ce besoin d'ailleurs que je crois que j'avais déjà en moi. Je n'aime pas donner des conseils parce que je n'aime pas en recevoir. Et Camerounais, on a quelque chose dans notre ADN qui fait que on a tendance chacun à se prendre un peu au sérieux. Donc quand quelqu'un commence à vous dire qu'il veut vous donner des conseils, vous vous sentez très... Alors je suis hésitant à donner des conseils, mais ce qui est clair, c'est que si vous voulez faire une carrière dans la recherche, dans l'enseignement aux États-Unis, il faut pouvoir mettre sur la table des idées nouvelles. Voilà. Faire un diplôme, faire un doctorat, c'est sympathique, mais ça n'impressionne personne. Encore moins d'aller passer un concours, ce qu'on fait dans le système français, qu'on appelle passer un concours d'agrégation. Ça n'impressionne personne là-bas, parce que aller passer un concours, ça ne dit rien de vous, sauf que vous savez réciter des livres. Mais bon, ce qu'on veut en tant qu'intellectuel, c'est que vous apportiez des idées nouvelles pour aider à résoudre des problèmes. Et que tout le monde voit que vous avez mis sur la table des idées qu'on n'avait pas avant et qui sont efficaces. Qu'on puisse vérifier, tester n'importe où et voir que ces idées marchent. Alors, si vous voulez faire de la recherche aux États-Unis, de l'enseignement, d'abord, c'est bien de s'informer de l'état d'avancée de la science dans votre domaine. Si vous êtes économiste, essayez de savoir où est-ce qu'on en est dans votre domaine. Parce que parfois, on travaille très dur, pendant même des années, on trouve des choses, après on se rend compte que des gens avaient publié la même chose bien avant vous. Donc, il faut déjà être totalement informé de l'état d'avancée de la science dans le domaine qui vous intéresse. Et ensuite, maintenant, il faut, et dans notre contexte, on a plein d'opportunités, identifier un problème et voir comment on peut le résoudre d'une manière originale et efficace. Nous avons parfois tendance, et c'est normal, à nous plaindre. Il y a tel problème, l'État n'a pas fait son travail, le ministre n'a pas fait son travail, le maire est où, ainsi de suite. Mais on est tous des citoyens. C'est pas parce que quelqu'un ne fait pas son travail que les 30 millions de Camerounais doivent penser qu'on ne fait pas le travail. Alors, une des raisons, peut-être la plus importante pour laquelle j'ai accepté de faire cette conversation, c'est que je suis très admiratif de ce que fait Louis-Emmanuel Kingué. Ça fait un moment que je suis son travail et je suis époustouflé qu'un Camerounais, dans le contexte camerounais, fasse des choses de ce genre. Je suis né, j'ai grandi à Douala. J'ai toujours voulu apprendre, par exemple, le Douala, parler cette belle langue que nous parlons tous un peu, que nous chantons, qui fait partie de notre patrimoine, de notre richesse. Voilà quelqu'un qui organise assez son temps perdu des possibilités pour des gens, soit d'apprendre, soit de se perfectionner dans la langue. La question principale, par exemple avec Matanda, tout le travail incroyable qui est fait. Bon, bien sûr, j'en parlais à quelqu'un de mes collègues qui est un peu cynique, il me dit, donc si je comprends bien, Louis-Emmanuel Kingué va tous les week-ends avec ses copains pour aller puiser de l'eau au Vouri avec un petit seau d'eau. Et il croit qu'il va vider le Vouri. Il perd son temps, il est fou. Je dis non. Ce qu'il fait, d'abord, ça donne de la signification à nos vies en tant que citoyens. Et deuxièmement, ça peut inspirer d'autres personnes. Et troisièmement, plus important, je pense que quand vous posez des actes qui sont importants et que l'État, la municipalité, les organisations non gouvernementales, le secteur privé peut voir, peut-être qu'ils peuvent justement venir donc avec des moyens plus importants, une plus grande légitimité et donner vraiment un rayonnement à ce genre de choses. Donc, c'est la raison principale pour laquelle j'ai accepté cette conversation, parce qu'en général, moi je ne parle pas, ça fait 15 ans, je ne parle pas à la presse, aux journalistes, j'ai rien à dire, j'ai rien à vendre, je ne suis pas un homme politique, donc je n'ai pas besoin ni envie qu'on sache que j'existe. Mais j'ai pensé que ce petit échange, même si ça peut
inspirer ou provoquer deux personnes qui regardent, ça en vaut la peine. Et le monde entier connaît Richard Bonnat, ok? Par exemple. Mais ce qui est sûr, c'est que sur le plan musical et de sa carrière, quelqu'un qui a été adoubé, entre autres, par Quincy Jones, qui vient de mourir, mais qui, depuis de nombreuses années, a été son manager. Je le sais parce que quand j'étais vice-président de la BAD ou directeur général aux Nations Unies, j'ai contacté Richard Bonnat pour l'inviter à contribuer à certains de nos événements, à de nos grandes rencontres. Et mes équipes ont dû négocier avec les équipes de Quincy Jones pour faire venir Richard Bonnat. Je l'ai fait venir en Inde pour participer à des événements organisés par des institutions où j'avais des responsabilités. Mais il n'y a pas que lui, mais il est un grand symbole. Il y a cette incroyable école des bassistes camerounais. Pour ceux qui jouent de la guitare et qui s'intéressent à la guitare basse, c'est un immense mystère qui date depuis très longtemps. Quand j'étais petit, mon père avait à la maison des posters de Jean Dikoto Mandenge, qui jouait dans un groupe qui s'appelait aussi Bissa, et qui était un des plus grands bassistes. Il y avait Vicky Edimo, qui étaient des bassistes de légende. Mon père avait des posters de ces gens-là dans ça. Aujourd'hui, ces gens-là, les gens d'Ikoto Mandenge, les Vicky Edimo, ils ont donné naissance à des gens comme Richard Bonnat, André Manga, Sabaleko. Tout ça, c'est des grands bassistes. Évidemment, Étienne Mbappé, qui est à Paris, qui a un jeu incroyable. Je ne sais pas si vous connaissez Étienne Mbappé. Allez regarder, il joue avec des gants. C'est le seul guitariste sur Terre qui joue la guitare électrique, la guitare basse avec des gants. Mais ce n'est pas parce qu'il joue avec des gants qu'il est un génie. C'est un musicien, c'est des musiciens extraordinaires. Il y a cette tradition-là qui inspire beaucoup de gens. André Manga, c'est le chef d'orchestre de Josh Groban. Josh Groban, c'est un des plus grands musiciens sur Terre. Les Camerounais, je ne sais pas combien en connaissent André Manga. Bon, je pourrais mentionner aussi un homme incroyable qui est mort récemment, Vincent Guigny. C'était le guitariste de Paul Simon. Dès quand Vincent Guigny est décédé, il y a quelques années, Paul Simon a publié un communiqué pour dire c'est fini, j'arrête de faire des concerts. Parce que la mort de Vincent Guigny, pour moi, arrête une partie de ma vie. Il a écrit une très belle lettre. J'ai eu la chance de rencontrer Vincent Guigny. Je l'ai croisé une fois ici à Douala, il était assis dans un bar comme s'il était personne. J'étais malade, j'ai dit mais c'est vous Vincent Guigny, avec une humilité inimaginable. Il m'a dit oui. Après j'ai développé une petite relation avec lui, c'est un homme, donc, un génie, chef d'orchestre de Paul Simon à New York. Je peux vous en citer des comme ça dans la musique, dans les arts. Donc nous sommes un pays béni des dieux. Il n'y a que nous qui parfois l'oublions. Il me serait totalement impossible de citer des Camerounais qui ont réussi en Occident. Il y en a des centaines de milliers réussi encore. C'est relatif. Qu'est-ce que c'est réussi? Je peux vous dire que j'ai beaucoup de gens dans ma famille qui pensent et me disent que j'ai échoué parce que je ne suis pas milliardaire et j'ai pas des buildings à Douala. Donc la réussite, chacun la définit comme il souhaite la définir. Mais si vous pensez à faire un impact dans un domaine particulier, ce qui est clair, c'est que je ne connais qu'une minuscule infinité des Camerounais de talent. Dans l'université où j'enseigne à Boston, l'université Harvard, il y a des Camerounais. Il y en a au moins un qui s'appelle Christian Happy. L'université lui a proposé toutes sortes de choses. Il a refusé, il a un poste, il vient 3 semaines par an, il a son bureau, il fait ce qu'il a à faire. L'université est très heureuse. Il est installé au Nigeria, dans une petite université, parce qu'il veut travailler en Afrique. Mais il a été élu dernièrement à l'Académie américaine des sciences. L'université de Harvard a fait tout un tam-tam, comme si elle avait remporté le plus grand prix. Et lui, il est tranquille au Nigeria. Il vient 3 semaines par an, il enseigne, il rentre. C'est quelqu'un qui est dans son domaine, la recherche médicale, probablement, il peut avoir le prix Nobel demain matin quand il veut, quand ils sont sérieux, les gens du Nobel. Il y en a un autre qui s'appelle Ambroise Ouakam. Je ne le connais pas. Il a fait sa thèse de doctorat à Yaoundé.
Et apparemment, il n'a pas pu avoir de boulot ici. Et il vient d'être recruté par l'université Johns Hopkins, qui est la plus grande université de médecine aux États-Unis. Il est directeur de leur plus prestigieux centre de recherche sur les questions génétiques. Je ne connais pas, mais il y en a des milliers comme ça. Évidemment, il y a Abdon Atana, qui est un mathématicien de haut vol, que le monde entier nous envie, qui vient d'avoir le prix de l'UNESCO, le prix Alphozan de l'UNESCO. Mais il y en a des milliers d'autres. Peut-être que dans le domaine académique, je ne devrais même pas mentionner ça parce que on peut faire des études comme moi de n'importe quel domaine aux États-Unis, enfin au Cameroun, et atterrir aux États-Unis ou en Chine ou en Europe. Il y en a des millions, des milliers sans doute. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que si vous regardez les résultats, chaque 10 ans, le gouvernement américain fait un grand sondage pour interroger tous ceux qui vivent aux États-Unis et savoir quelles sont leurs formations académiques. Vous seriez surpris d'apprendre que les Nigérians et les Camerounais sont les deux communautés les plus diplômées aux États-Unis. Plus que les Américains, plus que les Chinois, plus que les Coréens, les Nigérians et les Camerounais. C'est-à-dire que la proportion de Camerounais qui a plus qu'un diplôme de licence et de master, enfin de citoyens qui vivent aux États-Unis, ayant plus qu'un diplôme de licence et de master, les Camerounais et les Nigérians sont en tête. C'est hallucinant. Aux États-Unis, et c'est publié sur le website du gouvernement américain, census.gov. Census, en anglais, census.gov, gouvernement. Vous regardez les résultats, c'est hallucinant. Donc, ils sont partout. Alors, une petite histoire rapide. Il y a 2-3 ans, mon assistant à l'université me dit « Il y a quelqu'un qui veut vous rencontrer et je voudrais demander son autographe. » Je lui dis « Ah bon ?» Il me dit « Oui. » Parce que, évidemment, là où je suis, comme beaucoup d'autres Camerounais, je reçois énormément de demandes de rencontres, de visites, de Camerounais qui passent par là ou d'Africains, et ainsi de suite. Et je ne peux pas toujours, il faut quand même que je travaille, que j'enseigne, que je fasse ce que j'ai à faire. Et il me dit, non, celui-là, il faut absolument que vous le receviez parce que je veux un autographe. Je lui dis, qui c'est? Il me dit, c'est un des coachs, un des entraîneurs de l'équipe de basket de Boston. C'est un Camerounais. Je dis, c'est pas possible. L'équipe de basket de Boston, les Celtics, qui sont en ce moment champions des États-Unis, ce qu'ils appellent World Champion, donc champion de la NBA. Un Camerounais qui est sur le staff comme un des assistants coachs. Alors j'ai reçu ce monsieur, j'ai dit, bon, moi j'ai appris au Cameroun, mais toi tu as appris le basket où? À Douala, il n'y a même pas un vrai stade de basket. Il y a le stade de la salle, il y a Kajisport et tout ça, mais vraiment, où est-ce que tu as appris? Donc, alors voilà, c'est quelqu'un qui a fait une licence d'économie. Il a commencé à jouer au basketball étant au lycée. Et l'université Vanderbilt aux États-Unis l'a recruté. Il a continué à faire ses études. Il a fait une licence. Mais il s'est mis aussi à jouer au basket comme professionnel. Il a eu maillot au genou, il est devenu coach. Et il s'appelle Steve Chiengam. Et il est actuellement un des assistants coachs de l'équipe de Boston. Et il fait une chose qui est fabuleuse, que j'aime beaucoup, que j'appuie modestement. Chaque année, il fait à Douala un camp de basketball. Il vient avec des stars de la NBA. Il y a quelques mois, au mois de juillet, j'étais ici avec Klay Thompson, qui est un des plus grands joueurs de l'histoire de basket. Et il a passé 3 jours ou 4 jours à Douala pour soutenir ce camp, où il prend des jeunes qui font du basket, mais c'est plus qu'un camp de basket. En fait, c'est pour donner de l'espoir, comme vous parliez d'espoir tout à l'heure, aux jeunes, et puis leur apprendre des skills et une expertise. Donc, il y a plein de Camerounais dans le monde entier qui font des choses extraordinaires. Ce qui serait bien, c'est que nos pays, nos États, nos municipalités, mais aussi les entreprises privées, les ONG, se mettent en contact avec tous ceux qui veulent contribuer, offrir et qui se sentent, comme moi, redevables de leur pays, que ces gens-là puissent venir apporter leur petite contribution. J'ai toujours été un Camerounais très fier de son pays, de ses racines. Il n'y a rien que personne puisse faire
qui enlève une goutte à la fierté que j'ai par rapport à mon pays. Et j'appartiens à une grande histoire. Voilà. Quand je me lève le matin à Boston ou à Paris ou à Pékin, j'enseigne à l'université de Pékin depuis plus de 10 ans, chaque année, je suis très fier d'être Camerounais et Africain parce que j'appartiens à une grande histoire. Je suis qu'un minuscule grain de sable dans une très longue et grande histoire. Fabien Eboussi Boulaga, c'est un prof de philosophie et un philosophe camerounais qui est considéré comme des plus grands intellectuels de notre époque. Il est décédé il y a quelques années. L'université Harvard, où j'enseigne, lui a offert un poste. Il est venu 1 an et il est rentré chez lui. Il a dit, ça ne m'intéresse pas. Il est allé dans sa petite case dans la poussière à Mimbomane, à Yaoundé. Mais il nous a laissé des livres incroyables. Et le luxe de pouvoir accéder à un homme comme ça m'a donné beaucoup de force, de courage et de sérénité. J'ai entendu parler de lui quand j'étais au lycée ici à Douala. Parce que mon professeur de français, Eugène Ekoumoun Tsimi, était un de ses étudiants à l'école normale et à l'université de Yaoundé. Il nous parlait tout le temps de Fabien Eboussi Boulaga. Donc quand j'ai eu la chance de voir le maître de mon maître, alors vous imaginez dans quel état j'étais. Et donc, c'était un grand monsieur. Jean-Marc est là, grand sociologue, prêtre catholique, titulaire de 3 doctorats. Qui fait 3 doctorats? En France, 3 doctorats. Et il rentre là, il va vivre dans le nord Cameroun, dans un petit village, une ville qui s'appelle Tokombéré. Il a dormi 10 ans dans les cailloux pour éduquer des enfants. Quelqu'un qui a fait 3 doctorats en France, qui aurait pu avoir n'importe quel poste à Yaoundé. Des monstres de savoir, de grandeur et d'humilité. Je pourrais citer, je ne sais pas, Manu Dibango. Manu Dibango m'a ramassé presque dans la rue à Bordeaux. J'avais 18-19 ans, je marchais dans la rue, je vois un immense poster sur une grande salle de spectacle. Manu Dibango en concert ce soir. Il était 16h de l'après-midi. Évidemment, petit étudiant paumé, j'avais pas un centime. Je me dis, bon, je vais quand même regarder la salle. Je m'avance, je regarde, je pousse la porte, il n'y a personne. Je rentre, et puis je tombe dans une grande salle ouverte sur Manu Dibango, avec une pipe, en train de jouer du piano, sur l'estrade, tout seul. Je me demandais si c'était lui, c'est Manu Dibango. Et je voulais sortir, apeuré, il me dit, mais viens là. Je viens, il me dit, tu viens d'où? Je lui dis, du Cameroun, je vis ici, je suis étudiant, je viens d'arriver. Il me dit, tu viens au concert ce soir? J'ai dit, ah, j'aimais bien, mais j'ai pas les moyens. Il me dit, non, tu es mon invité. Tu viens avec une deuxième personne. Il met mon nom, il dit, tu es mon invité. Comment je t'appelle? Je donne mon nom. Il me dit, tu viens 19h45. J'étais traumatisé parce que Manu Dibango, mon père avait des posters de lui, même au chevet de son lit. Ok? Donc, je reviens là à 19h45 avec un copain. D'ailleurs, quand j'ai raconté au copain ce qui m'est arrivé, il m'a dit, la tête est en train de te tourner, il est temps qu'on te ramène au Cameroun. Toi, tu as rencontré Manu Dibango et il t'a invité pour le concert. Bon, je l'ai emmené, il a vu. Non seulement Manu nous a reçus, mais il nous a emmenés au loge après. Et d'ailleurs, Manu a eu une importance capitale dans ma vie parce qu'après ça, j'ai écrit un petit texte de rien du tout sur cette rencontre. J'ai envoyé par la poste à Jeune Afrique. Jeune Afrique m'a appelé en me disant, on va publier vos textes et on va vous payer. J'ai dit quoi? C'est pas possible. Et Manu Dibango, quand l'article est sorti, il était aussi surpris que moi. Et il m'a appelé, il m'a dit, il faut que tu viennes à Paris. Bordeaux, c'est petit pour toi. J'ai dit, je viens faire quoi à Paris? Je connais personne. Il me dit, tu viens, tu habites chez moi. Donc Manu m'a pris, m'a adopté. Je suis allé rester un moment à Paris chez lui. C'est comme ça que j'ai quitté Bordeaux pour aller à Paris. Donc jusqu'à sa mort, on a été assez proches. Je l'ai vu quelques mois avant sa mort. Je suis passé par Paris. Je l'ai appelé. Il m'a dit, tu es où? Je lui ai donné le nom de l'hôtel. Il est venu, tout seul, en taxi, sans garde du corps, sans rien. On est resté 1h30, il m'a parlé. Je lui ai demandé si je pouvais enregistrer. Il m'a dit oui. J'ai enregistré la conversation. On a parlé tout de Soul Makossa. Je lui ai demandé comment il croit que Soul Makossa a eu un tel succès. Ses relations avec Michael Jackson et tout. On a parlé de tout ça. J'ai enregistré. Et puis quelques mois après, malheureusement, il est décédé. Il est né le 12 décembre, c'est-à-dire que son anniversaire arrive dans quelques jours. Ce serait bien que le privé, le public, les ONG, qu'on fasse un petit
acte symbolique d'hommage à Manu Dibango parce qu'il est mort en mars 2020 pendant le Covid et personne n'a jamais salué sa mémoire ici. En France, ils ont même fait un grand spectacle. Mais nous, on n'a pas encore fait ça. Alors, je peux vous faire toute la liste. Marthe Moumié, une jeune femme dont le mari a donné sa vie pour le Cameroun, empoisonnée à Genève en novembre 1960. Alors, imaginez une jeune femme comme Marthe Moumié qui épouse quelqu'un contre l'avis de ses parents et qui se retrouve veuve à moins de 22 ans et qui doit transporter ça toute sa vie parce que c'est Moumié. Francis Bebé, je sais pas, Joseph-Antoine Bell. Je sais que quand certains entendent Joseph-Antoine Bell, ils sortent leur revolver. C'est un des plus grands messieurs de ce pays. C'est pas mon ami, c'est un grand frère. Mais c'est quelqu'un qui tout le temps pose des questions qui dérangent. Une société ne peut pas avancer quand on n'a pas des gens comme ça. Joseph-Antoine Bell, chaque fois qu'il parle, moi personnellement, je me sens perturbé. Et je pense qu'il fait énormément de bien au Cameroun. L'esprit critique, c'est ce qui permet d'avancer. Pas qu'il ait tort ou raison, qu'il a telle opinion politique, ça c'est des détails. Les opinions politiques de quelqu'un ne disent rien, de mon point de vue, sur qui est cette personne. C'est un très grand monsieur, c'est pas mon ami, quelqu'un que j'ai vu une ou deux fois. Quand il a eu 70 ans, j'ai pris l'avion, je suis venu de Boston pour aller lui dire la dette morale, intellectuelle que j'ai à son égard, pour l'avoir regardé de loin, pour l'avoir admiré comme enfant, comme jeune homme, comme étudiant pendant des années. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a un nom en particulier. Joseph Tundian-Pouemi, c'était un grand économiste camerounais qui a écrit un livre sur nos politiques monétaires, brillantissime. Il a été au Fonds monétaire international, il est resté 2 ans, il a dit cette institution ne peut pas nous aider à nous en sortir. Et il en est parti. Il a écrit un livre incroyable et c'est pareil, c'est des gens qui nous enseignent la nécessité de nous questionner. Et pour moi, c'est très important.